très ravi encore une fois cet après-midi de vous retrouver avec les après-midi de la tech, les après-midi de la tech qui évoluent. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de parler des écoles numériques à cycle court, de formation à cycle court. L'expression à cycle court est très importante ici parce qu'il s'agit d'écoles qui ne vous embarquent pas pour 13 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de formation continue. C'est plutôt une formation rapide. Tout de suite, on est opérationnel, on est fonctionnel, opérationnel. Donc, sur le marché du travail, en attendant évidemment de poursuivre un peu ses études, hein, parce que vous allez me dire tous que l'apprentissage, ça ne s'arrête jamais, même dans la rue, dans les amphis, dans tout ce qui est événement aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est très, très important. Et je suis très ravi de recevoir tout ce bon monde qui est avec nous cet après-midi. Ça fait des visages forcément nouveaux dans les après-midi de la tech, à l'exception de deux peut-être qui vont nous rejoindre un peu plus tard. Bounakan, que je présente en premier. Bounakan est le représentant de Simplon.co ou CO à Dakar, mais pas seulement à Dakar, bien évidemment. Il est le représentant de cette fabrique numérique en Afrique, sur le continent, et pour cela, il voyage régulièrement, évidemment, en Afrique. Daouda Diouf est le directeur de Sonatel Academy. Sonatel Academy, évidemment, on connaît les résultats que fait l'école chez nous au Sénégal. J'ai vu même Daouda va sûrement nous en parler un peu plus tard en Guinée, l'ouverture d'une autre Sonatel Academy, mais avec un autre nom. Et puis, actualité oblige, Sonatel Academy va fêter de nouveaux lauréats vendredi prochain à Dakar à 11 heures. Ça également, Daouda Diouf, il reviendra forcément. Nous avons également, et c'est un plaisir de faire sa connaissance parce que je fais sa connaissance dans le cadre de ces après-midi de la tech, Tierno Amarnian. Tierno Amarnian est le directeur Afrique de l'Ouest de Gebeya. Avant, je prononçais Gebeya, mais je vais tout de suite rejeter la faute sur Daouda Diouf à l'origine de la mise en relation. C'est ma façon de le remercier. C'est en l'accueillant, Daouda sûrement m'a trompé, mais bon, il va s'expliquer tout à l'heure. Et nous avons également Douglas Miandou. Douglas Miandou, ça fait plaisir de lui parler directement pour la première fois parce que, évidemment, je vois régulièrement ces images, ces webinaires sur LinkedIn. Je pense que Douglas, on s'est vu très rapidement à Dakar sans échanger un mot. C'était lors de l'IT Forum organisé par CEO Mag à Dakar sur l'éducation numérique. Et comme par hasard, on se retrouve aujourd'hui dans un webinaire qui parle d'éducation numérique. C'était les EdTech avec Mohamedou Diallo à Dakar et j'avais l'immense honneur d'être embarqué dans ce projet. Nous avons également, évidemment, nos autres co-panélistes qui sont là. Nous les appelons des discutants dans le cadre, pour reprendre un peu le langage de Zoom. Il s'agit de Seyni Ndiaye Fall. Seyni Fall Ndiaye, pardon, qui est le directeur, le coordinateur du CIMEN, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale au Sénégal, à Dakar. Donc, nous avons Bakalilou Yabi, à qui nous allons également donner la parole tout à l'heure. Bakalilou Yabi est le CEO et le fondateur de Bika Search, qui est donc un cabinet spécialisé dans le recrutement, parce que évidemment, on sait très bien que la formation, elle va avec le recrutement. Sinon, ça n'est pas très, très, très important, même si certains vont me dire que on va à l'école d'abord pour se faire de la connaissance, mais pour cela, on peut s'arrêter, disons, au cursus un peu qui est un peu pareil chez tout le monde, mais on se forme d'abord parce que on veut être opérationnel pour travailler sur le marché, dans le marché du travail. Nous devrions avoir Karima Grant de Cœur Imagination Africa, qui travaille beaucoup sur les questions liées à la petite enfance en Afrique. Malheureusement, elle a dû avoir, disons-le comme ça, un empêchement de dernière minute. Nous aurons également Djibril Diaw, que Bakalilou Yabi connaît très bien. Djibril Diaw de Digitaline. Dernièrement, nous lui avions consacré un panel qui parle de e-recrutement et notamment de e-recrutement dans ce contexte de coronavirus. Bienvenue à tous, très heureux de vous recevoir. Une première question, et elle va s'adresser à Bouna Khan. Très rapidement, Bouna, dans un premier temps, présentez-nous un peu Simplon.co. C'est quoi rapidement? Bouna qui va réactiver son C'est micro. mieux avec le micro désactivé. Merci Ousmane. Bonjour à tous.
tous à leur formation courte dans les métiers en tension du numérique, avec un ciblage des publics défavorisés, ceux-là même qui n'ont pas forcément accès à la formation, ou Oui. bien qui sont en décrochage scolaire, qui sont en reconversion, ou qui sont à la recherche vraiment d'opportunités professionnelles dans le milieu de la tech. On se veut très inclusif, en fait. Voilà, on est vraiment orienté égalité des chances. Et aujourd'hui, au-delà du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, on se développe également en partenariat avec d'autres acteurs en Afrique, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une douzaine de pays en Afrique avec très en partenariat. Nous avons quelques soucis. Bounakan, nous ne vous avons pas entendu un peu dans les dernières secondes. Revenez un peu sur la présentation de Simplon.co, s'il vous plaît. Si le fond désactive les vidéos, si la bande passante en prend un sacré coup. Bounakan. OK. Alors, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Allez-y, s'il vous plaît, une présentation de Vous Simplon.co. m'entendez? On vous entend très bien, Bouna. D'accord. Donc, je vais enlever la vidéo. Je vais enlever la vidéo C'est parfait. pour optimiser sur la bande passante. Peut-être que ce sera mieux. C'est parfait. Donc, Allez-y. je disais que Simplon est une entreprise sociale et solidaire qui propose des formations de cycle court très pratiques dans les métiers en tension du numérique, qui n'ont pas forcément leur chance dans le système académique classique, pour Oui. leur donner les moyens justement de prendre leur destin en main en trouvant un emploi à l'issue de nos formations. Aujourd'hui, on est présent dans une douzaine de pays en Afrique, soit par des fabriques qu'on tient nous-mêmes, c'est-à-dire par fabrique, on entend quasiment des écoles de formation, soit des partenariats qu'on noue avec des acteurs locaux dans les pays. Orienté égalité des chances et très orienté également former, c'est très bien, mais insérer, c'est mieux. Tout le travail qu'on fait autour de nos formations, c'est que, in fine, nos apprenants puissent trouver un travail et c'est là qu'on peut juger vraiment de la réussite des formations qu'on dispense. Merci, merci beaucoup, Bounakan, qui est le représentant en Afrique de Simplon.co, qui est une fabrique. Tierno Amarnian, vous êtes là au nom de la start-up Gebeya. Je sais que rapidement, elle est partie d'Éthiopie, elle s'étend un peu à l'Afrique avec un esprit panafricain. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus après ce que je viens de dire? Oui, donc merci beaucoup, Ousmane, et puis bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Donc oui, Gebeya, c'est avant tout, on a une vision panafricaine. D'ailleurs, l'exemple, c'est qu'on a le fondateur, il a grandi aux États-Unis, Oui. il est né en Belgique, c'est un Sénégalais, et il a fondé sa start-up en Éthiopie. Donc, Gebeya veut dire en Amérique, donc la langue nationale éthiopienne, donc place de marché. Donc nous, on est vraiment, donc on se veut être un intermédiaire entre les organisations ainsi que les talents. Ce qu'on fait, donc on fait du matching, mais ce matching peut être à plusieurs formes. Et puis dans certaines formes, on fait de la formation. Donc nous, dans notre pratique de formation, ce qu'on cible vraiment, donc c'est des professionnels qui cherchent. Et donc, quand je dis professionnel, donc on parle de juniors, mais aussi de seniors, mais qui cherchent à ce qu'on appelle subskiller, donc dans tous les métiers digitaux. Et donc, nous, on a en fait, deux sortes de formations. Donc, une fois, on offre des formations très pratiques dans le sens où ça s'adresse à des marchés, à des entreprises clés, où on peut aller à un niveau très institutionnel large, donc où on cible donc certains besoins. On en parlera plus longtemps, mais l'idée vraiment de Gebeya, c'est ça, donc d'avoir une vision panafricaine et puis c'est tout de numérique, de digital, technologique passe obligatoirement par les talents.
Et donc, sans les talents, donc, personne ne pourra rien faire. Et donc, c'est notre ambition. Et puis, je suis très content d'être là pour partager avec mes collègues. Merci beaucoup. Une autre question avant de vous revenir un peu plus tard, Thierno Niang. Puisque Bien vous sûr. y faites allusion, quel est le nom de ce Sénégalais à l'origine de la création de la fondation de Guébéa? Il s'appelle Amadou Dafé. Amadou Dafé. Exactement, il y en a beaucoup qui le connaissent. Donc oui, il s'appelle Amadou Dafé. Il avait fondé Coders for Africa il y a quelques années, je ne sais pas si... exactement. Donc, avec la vision surtout que le talent africain existe et peut performer aussi bien que ces relais européens ou américains. Donc, Coders for Africa a été acheté par Guébéa et c'est devenu Guébéa. Puis l'équipe de direction s'est élargie et puis on a la chance vraiment de profiter de plusieurs expertises de partout en Afrique. Merci, merci beaucoup Thierno Amarnia qui représente la start-up Guébéa, fondée donc par un certain Amadou Dafé du Sénégal. Thierno, qui est donc avec nous cet après-midi pour parler évidemment de la formation numérique à cycle court. Pour nous, c'est très très important. Est-ce que Daouda Diouf est là? Daouda Diouf. Oui, merci Ousmane. Oui, bienvenue Daouda Diouf. Une présentation de Sonatel Academy. Merci Ousmane. Vous me permettrez juste d'activer ma vidéo pour partager mon fond d'écran, mon arrière-plan qui est super beau et tout. Oui. Merci et bonjour à mes co-panélistes du jour. Douglas, je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui sur ce webinaire-là. Douglas, 10 000 codeurs, tu vas en parler certainement, qui fait énormément de choses, de belles choses en Afrique. Ravi également Thierno que je découvre de Guébéa, Guébéa qui a levé récemment 2 millions d'euros, c'est pas rien. Et, bon, évidemment, je dis toujours que les KPI le plus important pour une startup, c'est pas de lever des fonds. Ça pousse juste les jeunes à passer leur vie à pitcher. Bon, j'ai toute une thèse sur le startupping. On peut le laisser pour la prochaine fois. Ousmane et Ravi Bouna, je suis super content de te retrouver aujourd'hui aussi. Simplon, qui est un partenaire de Sonatel Academy, je vais en parler. Et Simplon, je donnerai un tuyau d'ailleurs pour ceux qui veulent gagner de l'argent plus tard sur Simplon. Je donnerai le tuyau, je garde ça pour la fin. Alors, Sonatel Academy. Oui. À la fin, Sonatel Academy, Ousmane, est une école de codage, c'est la première. Donc, gratuite, je précise. Nous, évidemment, on est parti sur un public aussi proche de la cible de Simplon, qui est des personnes donc défavorisées, des jeunes. Il y en a beaucoup chez nous qui veulent se former, qui n'ont pas les moyens, malheureusement. Mais ces jeunes-là, on a tout. On cette appétence au numérique et cette motivation. Et c'est ça qui fait qu'on les prend, évidemment. Je ne prétends pas qu'on a les mêmes profils au Sénégal qu'en France. C'est vrai qu'un jeune d'un quartier défavorisé en France, un jeune de banlieue n'est pas forcément socialement équivalent à un jeune de nous. Mais ils ont le point commun de ne pas avoir accès à ces formations, à ces métiers du futur. Sonatel Academy a été ouvert en 2017 et pourquoi? Parce que simplement le groupe Sonatel Orange a, de par sa place, sa position d'acteur majeur de l'écosystème numérique, a l'obligation finalement, cette responsabilité sociale d'entreprise, d'œuvrer à développer cet écosystème numérique. Donc, on regarde évidemment là où l'État a besoin d'accompagnement et il y a plusieurs volets, à part la formation, l'accompagnement des jeunes start-upers, le Fab Lab solidaire qu'on a ouvert, l'Innovation Lab qui est chez nous. Voilà, on essaye d'accompagner l'État au mieux sur ces enjeux en fait hyper importants des métiers du numérique. Comment apporter tous notre contribution, modeste soit-elle, cette contribution à l'employabilité des jeunes Sénégalais. Voilà, je pourrais revenir plus tard, Ousmane, sur éventuellement des chiffres, des réalisations. Et le plus important aussi, c'est la pédagogie, certainement, qu'on partage avec beaucoup de gens ici, Simplon notamment, et 10 000 codeurs. Oui, et comme le disait Bounakan tout à l'heure, parce que Simplon intègre cet aspect inclusion sociale, redonner une seconde chance
à des jeunes, à des Sénégalais qui n'en ont pas eu. Peut-être, comment ça se passe de ce point de vue-là à Sonatel Academy? Est-ce que vous êtes élitiste ou vous vous ouvrez à tout le monde? Ça se passe comment? Alors, on vient de lancer d'ailleurs une initiative destinée à des jeunes filles de niveau BFM de la banlieue, donc des jeunes filles perdues par le système éducatif, donc décrocheurs. Pour vous dire, Ousmane, le point commun reste vraiment cette appétence au numérique, cette motivation que le jeune doit démontrer. Mais évidemment, quelqu'un qui a les moyens de se former, d'aller dans des écoles payantes et puis de pouvoir bénéficier d'une formation, évidemment, et cette personne-là pourra le faire. Mais nous, naturellement, on va essayer de donner la chance à l'inclusion qu'on fait à tout ce public-là, à tous ces jeunes, à ces formations. Et juste rajouter que c'est un modèle aussi qui touche finalement même des bac plus 3, des licences, donc master. C'est deux niveaux, hein, la formation. C'est le niveau basique avec un cycle court là, de 9 mois qui est destiné à des études, enfin des bacs, des décrocheurs, des personnes qui n'ont pas le bac, mais également un niveau 2 qu'on a lancé récemment et qui vise des diplômés de l'IT, mais qui ont besoin quand même, disons, d'autres technos qui ont besoin de pratiquer. Et un peu, c'est tout cet encadrement qu'on apporte dans la deuxième phase, dans le deuxième niveau de Sonatel Academy. Pour vous secouer, juste une première secousse en attendant les autres, Daouda, mais est-ce que Sonatel ne sort pas un peu de son rôle? Parce qu'au départ, on le comprend, quand on parlait de RSE, on le comprend très bien, donner une seconde chance à des jeunes qui n'en ont pas. Mais quand Sonatel se déplace maintenant sur le terrain des géants, Subdeco, SMT, STM, est-ce que Sonatel ne sort pas un peu de son rôle? Non? Alors, c'est très complémentaire. Hein. Il faut le voir comme le marché de la formation, entre guillemets, hein, marché, entre guillemets, parce qu'on est quand même sur du social et de l'impact, est très vaste. Hein. C'est des milliers d'étudiants, des milliers de gamins qui n'ont pas cette chance-là de faire et les formations dans les écoles, évidemment, sont ce qu'elles sont. Hein. C'est quand même cher, il faut payer. Il faut donner la chance à d'autres qui ont cette appétence et qui n'ont pas accès. C'est un peu nous, donc le complément qu'on apporte à ce complément gratuit. On est d'accord au moins. C'est gratuit, tout est gratuit. Absolument. Mais gratuit ne veut pas dire aussi. Ce qui est très important ici, Ousmane, c'est que la gratuité va attirer du monde. Hein. Nous, quand on fait l'appel à candidature, les applaudissements qu'on a, c'est des milliers. Mais on a cette. Au moins, j'ai la chance d'avoir une équipe. Oui, il faut d'avoir une équipe. Oui. Voilà, il faut absolument. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir une équipe dédiée à la médiation emploi qui va sourcer les gosses, qui va faire tout le process de sélection pour aller dénicher les plus motivés et les plus appétents au numérique. Donc, c'est ça qui permet effectivement, mais c'est complémentaire. Hein. On vient juste compléter l'offre de formation existante. Et dans cette montée en puissance, je pose quelques questions, je reviens après aux autres panélistes. Dans cette montée en puissance de Sonatel Academy, je devais monter en puissance, l'expression est justifiée. Avant, vous étiez au CEDIC Dakar, en plein centre-ville, à côté du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, c'est sur la VDN. Dans cette montée en puissance de Sonatel Academy qui cible également les Bac plus N, c'est quoi les objectifs? Prochainement, c'est quoi? Graduellement, j'ai compris que c'est graduel. Absolument. C'est une très bonne question, Ousmane. Et évidemment, on était au CETIC avec une capacité de 50, une classe de 50 apprenants. On a démarré comme ça. Mais tout de suite, on a vu que il y a une chaîne de valeur qui permet réellement d'atteindre l'objectif d'insertion et d'employabilité. C'est quoi? C'est à côté de la formation, pouvoir accompagner. Il y aura beaucoup de jeunes qui ont cette fibre entrepreneuriale. Il va falloir les accompagner, ces jeunes-là. Mais pas que. Il fallait aussi compléter par la partie Fab Lab où une personne, par exemple, un apprenant de l'école de code peut avoir une belle idée de projet. L'idée de projet, on la trouve géniale, mais ce n'est pas suffisant. On va l'accompagner à le prototyper au niveau du Fab Lab. Donc, ça complète le dispositif. Et après, le jeune peut revenir au niveau de l'espace d'accompagnement des startups, bénéficier d'un accompagnement, d'un appui même financier. Il y en a dans la
Promo 1 qui ont monté le startup et qui ont eu à bénéficier de financement de la DER qui est un partenaire. Hein. Donc, globalement, on a vraiment vu dès la fin du fonctionnement qu'il manquait des briques dans ce que l'on voulait faire pour atteindre nos objectifs. Donc, on a dû compléter évidemment. Donc, c'est une montée en puissance. Et aujourd'hui, on est à 500 personnes formées. Oui. Après 3 ans, on a pu... j'ai parlé, tiens, pour une fois, comme les startups, on a levé 900 000 euros. Wow. C'est comme une levée de fonds, finalement. Mais je rassure, hein, mes co-panélistes, c'est des bailleurs, donc des partenaires financiers qui ont vu le système, qui ont vu ce qu'on a mis en place et qui sont venus d'auditer et décider d'accompagner, de subventionner ces apprenants. Parce que la gratuité coûte cher. Hein, moi, ça me coûte en restauration parce que les apprenants prennent leur... c'est bon tout couleur, ils prennent donc leur déjeuner chez nous. Les apprenants ont un laptop qu'on offre gratuitement. Les formateurs sont payés. Voilà, le local, il est payé. Le beau local qu'on a sur la VDN est également payé. C'est quand même des charges que je pourrais même partager les chiffres. Hein. Oui. Ça nous coûte quand même cette gratuité. Mais c'est notre ambition de contribuer à cet écosystème-là. Merci, merci beaucoup, Daouda Diouf. Je le secoue encore pour la deuxième fois, mais pas pour lui redonner la parole tout de suite. Ça va alimenter un peu le débat. Je parlais de Sonatel qui semble sortir un peu de son rôle avec la RSE. Finalement, c'est des formations pour d'autres acteurs qui ont un bac plus N. Ensuite, bonjour la levée de fonds. Douglas Mbiandou, vous qui avez évidemment cette chance d'appartenir un peu aux deux continents, j'ai regardé un peu votre parcours porté du Cameroun en France par un oncle, un gentil oncle, qui vous prend sous son aile, qui vous aide un peu dans votre formation. Aujourd'hui, bien sûr, vous revenez vers l'Afrique avec ce projet fou, hein, 10 000 codeurs. On sent toute votre énergie digitale en ligne, notamment quand vous parlez de ce projet et avec les 2 points. Bienvenue, on est très heureux de vous recevoir, de te recevoir. Merci. En frère africain. Un regard Merci. Sur ces différentes écoles rapidement, Sonatel Academy, Simplon, Guébeya, Edassi, un regard rapide d'abord. Alors, tout d'abord, merci Ousmane pour cette invitation. Je t'en prie, Douglas. Un merci tout particulier à Daouda qui m'a fraternellement proposé de venir autour de la table. Et c'est très important pour moi parce que c'est cette fraternité en fait que je voudrais continuer à porter et qui est aussi, à mon avis, un élément de réponse à la question que tu me poses. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, le numérique est une opportunité pour la jeunesse africaine et à mon avis, il n'y a pas assez d'acteurs. J'ai entendu le chiffre 500 de la bouche de Daouda. Aujourd'hui, il faut plus d'acteurs. Oui. 500 en 3 ans. Voilà, donc à mon avis, il faut plus d'acteurs. Et donc, moi, je me réjouis qu'il y ait une multiplication d'opportunités pour accompagner les jeunes, qu'ils soient scolarisés ou pas, qu'ils soient défavorisés ou pas. Voilà ma réponse à la question. Oui, et un mot sur 10 000 codeurs, c'est important. Lorsque Daouda parlait, je pensais déjà à vous. Je me disais, mais si vous avez plus de 10 000 demandes, vous en faites quoi? Ça ne doit pas être 10 001 codeurs, c'est 10 000 codeurs forcément. Non? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a un mot que j'ai entendu et de la part de Bouna et de la part de Daouda, c'est le mot inclusion. Oui. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il faut pouvoir accompagner tout jeune du continent qui a compris que le numérique peut être une opportunité dans sa vie. Il y a 420 millions de jeunes entre 15 et 35 ans sur le continent. Si, et là on parle de la vision, donc c'est ça 10 000 codeurs. 10 000 codeurs, c'est aujourd'hui une association, mais c'est surtout une vision. C'est la vision que l'Afrique peut, grâce à son dividende démographique, devenir mécaniquement le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout jeune, et nous, le travail que nous faisons, c'est de créer les conditions en s'appuyant sur des experts, des adultes, des professionnels qui recherchent à donner du sens à leur carrière professionnelle, d'encadrer cette jeunesse, d'encadrer, pourquoi pas, ces 420 millions de jeunes du continent entre 15 et 35 ans,
leur donner l'information que le numérique peut changer leur vie et les accompagner pour qu'ils trouvent leur chemin, mais d'abord qu'ils trouvent en fait la paix intérieure et l'encadrement, Oui. les grandes sœurs et les grands frères, pour pouvoir trouver le métier dans le secteur du numérique, que ce métier soit technique ou pas, et pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc vraiment, c'est très important. Et donc, nous, on est contents, 10 000 codeurs, de pouvoir de collaborer avec d'autres écoles, que ce soit des écoles de code ou des écoles qui forment à d'autres métiers du numérique, parce qu'on est en train de créer une plateforme, justement, qui, elle aussi, inclut différents acteurs. Merci, merci Douglas. On vous revient évidemment tout à l'heure. Vous allez nous donner également des nouvelles de 10 000 codeurs, mais surtout nous parler plus globalement de la formation numérique à cycle court. Je reviens vers Thierno Amarnian, qui est le monsieur Afrique de l'Ouest, de la start-up Gebeya. Thierno, comment est-ce que vous gérez cette question d'inclusion chez vous? Parce qu'évidemment, il est important que tout le monde doit se retrouver dans ce que vous faites. Oui. D'abord, en fait, Ousmane, merci. Est-ce que tu me permets juste de revenir sur ce que Douglas a dit, parce que je trouve ça très important. Avec plaisir, allez-y, Thierno, avec plaisir. Et puis, je pense que lorsque j'ai introduit Gebeya, j'ai parlé de mes co-panélistes en tant que collègues. Et c'est important de cette vision, on n'est pas des concurrents. Il y a un chiffre qui, moi, personnellement, me fait peur et qui m'empêche de dormir la nuit. C'est qu'à partir de 2022, en Afrique, il y aura près de 22 millions de diplômés par année. 22 millions par année. Donc, ce n'est pas 10 écoles, ce n'est pas 100 écoles qui vont résoudre le problème. Donc, comme Douglas l'a dit, on a besoin de tout le monde et on a besoin d'agir en mode collaboration. Donc, on est dans un environnement très ouvert. Digital, c'est que je peux aller à Saint-Plon, je peux aller à 10 000 codeurs et je peux finir chez Gebeya, comme je peux faire le contraire. Et l'idée, avant tout, donc bien sûr, donc, on est là pour faire des projets, mais aussi surtout pour aider des gens. On est dans l'humain. Donc, mais la fierté, surtout, c'est d'avoir quelqu'un qui a cette indépendance. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est à donner de l'indépendance aux personnes. Et je pense que tout ce qui est numérique est un moyen très rapide et concret de donner cette indépendance. Quand une personne est capable d'aller intervenir dans des projets pour des entreprises locales ou des multinationales ou des grands groupes et de changer les vies, parce que l'informatique maintenant, donc, c'est vraiment démontré que ça change les vies. Donc, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, c'est ça, cet impact qu'on cherche à faire. Et pour faire cet impact, on a besoin d'avancer. Donc, moi, franchement, il me fait plaisir d'enfin connaître mes collègues, comme je le dis, parce qu'on est toujours porté à notre mission principale. Donc, on court et c'est bien d'avoir ce forum pour pouvoir échanger, parce que surtout aussi, on n'en a pas la chance. Nous, on essaye de faire avancer nos projets, mais souvent, c'est ce genre de rencontres qui nous permettent vraiment en toute humilité de se re-questionner. Oui, et, merci. Ouais. Oui, Thierno, non, poursuivez. Non, je voulais juste faire, en fait, vraiment insister sur ce point parce que c'est important pour moi. Oui, et on ne pourra rien faire si on n'est pas ensemble. Donc, si je reviens à la première question. À l'inclusion, oui. L'inclusion. Donc, nous, c'est que nous, vraiment, donc, nous, notre vision de l'inclusion, c'est de donner les outils à une personne, peu importe son background, d'où est-ce qu'elle vient, qui elle connaît. Donc, nous, notre vision, c'est de donner ce qu'il faut à la personne pour être performant. Parce qu'au fond, ce qui compte et pourquoi on veut former des talents, c'est pour aider les personnes à performer. Et c'est ça qui t'amène à donc réaliser des projets, avoir de l'ambition pour soi-même et avoir de
l'homme, pour sa famille et pour sa communauté. Donc, nous, donc tout ce qui est inclusivité dans ce qu'on regarde, donc nous, on a un processus quand même de sélection qui est très ardu. Oui. Pourquoi? Parce que donc nous, donc on choisit des personnes qui ont une... donc on parle beaucoup d'appétence, donc aussi bien au niveau informatique, mais aussi ce qu'on regarde beaucoup, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc l'attitude, comment la personne, en fait, à quel point la personne veut vraiment ce qu'elle cherche. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, oui, j'ai besoin d'être développeur, mais ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'efforts, parce que l'effort, nous, on va le faire. On a des formateurs, on a des équipes, on va les faire. Mais par contre, ces personnes qui vont rentrer dans les cursus de formation, on leur demande de l'effort. Et ce n'est pas facile. Et c'est en ce sens que Oui. c'est dur. Mais jamais on a refusé quelqu'un. Par contre, on a des critères. Donc, on veut des personnes qui ont un background au niveau technologique, qui ont eu certains projets, et puis pas forcément des projets dans des entreprises, mais ça peut être aussi des projets personnels. Par contre, vraiment, ce qu'on cherche vraiment, c'est la combinaison entre ces compétences techniques, mais aussi tout ce qu'on appelle soft skills. Merci beaucoup, Thierno Nia, qui représente la startup Gebeya, fondée par un Sénégalais dans ce panel. Désolé par endroit pour les soucis de connectivité. Hein. On ne devrait pas en avoir, d'autant plus qu'on a les géants Sonatel quand même à travers Daouda Diouf. L'autre pic, hein, comme disait Suzanne Diaye dans la discussion. Alors, rapidement, avant de passer la parole à Bouna Seck, il a peu pris la parole. Hein. Bouna, on a beaucoup de questions pour vous, notamment sur l'inclusion. Mais j'aimerais d'abord donner la parole à quelqu'un qui s'y connaît en recrutement, qui est passé par InTouch à Dakar avant d'aller vivre, hein, disons-le comme ça, en France. Lorsque Thierno parlait de soft skills, j'ai pensé à Djibril et ça tombe bien, il lève la main. Djibril, la parole à vous. Sur un peu les attentes des recruteurs avec l'offre de formation. Merci Ousmane. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Tout le monde t'entend. Et bienvenue, Djibril. Tout le monde m'entend, c'est top. Alors, oui, très rapidement, j'ai voulu rebondir naturellement sur l'interpellation, en tout cas sur les soft skills de Thierno. Voilà, Thierno. Effectivement, moi, je suis très ravi d'entendre ça parce que de toute façon, on est au cœur, en tout cas, de la problématique, en fait, de la formation des jeunes. Je pense qu'on a fait une erreur grossière, en fait, ça c'est depuis longtemps, hein, même avant que je naisse. On a beaucoup misé effectivement sur les compétences techniques et qui sont incontournables parce qu'un développeur, la première des choses, c'est qu'il sache développer, qu'il sache coder. Donc ça, c'est la moindre des choses. Mais en fait, on est dans une situation où le monde change tellement vite. On est dans un contexte en fait où il y a des situations inattendues. On est dans un contexte très changeant, des secteurs qui sont très concurrentiels, un marché très concurrentiel, etc., etc. Il y a ces compétences qu'on appelle soft skills, qui sont des compétences qu'on appelle aussi dites douces, hein, par opposition aux hard skills, qui sont incontournables, Et effectivement, en tant que recruteur à compétences égales, moi, je recrute et je privilégie, et il n'y a pas que moi, hein, en fait, je veux dire, tous les bons recruteurs le savent, toutes les entreprises, toutes les DRH, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait, effectivement, que avant de choisir quelqu'un, de s'assurer que cette personne a les soft skills pour s'adapter au contexte de l'entreprise et au contexte en fait de son marché. Parce que si quelqu'un n'est pas adaptable dans un marché, il peut être un super bon développeur. S'il est dans un environnement super stressant, il va pas performer. Et ça, on l'a observé. Moi, j'ai eu la chance de travailler aussi en tant que HR, d'accompagner des gens et de voir que telle personne que j'ai recrutée a excellé sur un poste, mais qui arrive dans un autre contexte, dans un autre environnement, mais qui est totalement en échec. Pourquoi? Parce que ses soft skills n'étaient pas suffisamment développés. Et en fait, ça, dans le recrutement, je pense que c'est nécessaire dès le départ de recruter même des jeunes. Et nous, dans notre projet Digitaline, on essaie de travailler avec des écoles. Pourquoi? Parce que notre souci, c'est comment matcher, on utilise de l'intelligence artificielle pour faire tout ça, mais comment trouver en fait le matching entre la personne et effectivement l'environnement. Et au-delà des aspects techniques, il y a le matching en termes de valeur, en termes de savoir-être, en termes de comportement, etc., qu'il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'en fait,
On peut avoir un très bon développeur s'il n'a pas une capacité de gérer ses émotions, de gérer son stress, l'innovation, s'il n'a pas une capacité de s'adapter dans un contexte en perpétuel changement, il va être totalement en échec. Et d'ailleurs, des études l'ont montré, hein, le World Forum sur les soft skills, sur les compétences de demain, 10 des 16 compétences de demain sont des soft skills. Donc, je voulais mettre juste l'accent sur ça parce que ça me semble être quelque chose de super important au moment de recruter, que ce soit pour les écoles ou même en entreprise. Merci, merci Djibril. Évidemment, nous vous prions de rester avec nous. Nous allons également donner la parole à votre collègue recruteur Bakalilou Yabi qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être également avec nous cet après-midi. Mais avant, j'aimerais faire réagir Bouna Kane à ce que vous venez de dire. Djibril, Bouna, un regard un peu sur ce que vient de dire Djibril, que évidemment il faut former à tout ce qui est concret, physique, bon, façon de simplifier, mais également il faut former au comportement qu'il faut avoir en entreprise. Ousmane, merci Ousmane. Mais moi, avant de rebondir un peu sur ce qu'a dit Djibril, qui est très vrai, j'aimerais un peu, parce que je n'ai pas pris la parole à ce moment-là, revenir sur ce que Douglas a dit tout à l'heure et surtout sur le réflexe que Daouda a eu d'appeler Douglas pour lui demander de rejoindre. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, à nous tous réunis, on répond à la demande de formation. C'est aussi simple que ça. On veut faire des centaines et des milliers de jeunes, on ne répond pas aux besoins. Moi, je pense qu'il est important sur ces temps d'échange-là entre nous acteurs et devant le public de marteler le fait qu'on c'est un vœu pieux. Après, on retourne à nos égoïsmes d'être humain et tout simplement c'est ma boîte, c'est ma start-up, c'est mon entreprise et j'essaie de faire à la fois de l'impact social et mon chiffre d'affaires. Et moi, je pense que c'est à nous, en tant que précurseurs, ce n'est pas notre rôle en fait. Aujourd'hui, les visages que je vois ici représentant des organisations, si on se mettait ensemble en consortium, même l'Union européenne ne nous résisterait pas. Si on demande 15 millions d'euros, on va les avoir. Le problème, c'est comment on arrive à travailler ensemble et à faire de l'impact social. Parce qu'on va dire, on a levé ici, telle entreprise a levé là, Simplon a levé ici, Sonatel Académie a levé ici. Mais en fait, ce qu'on va faire, ça va rester tout simplement une goutte d'eau dans la mer, en fait. Parce qu'il a dit, hein, parmi les 22 millions de diplômés, et ça je rebondis sur ce que disait Djibril, peut-être que les 70% manquent de soft skills. Mais moi, le problème en tant qu'acteur de l'écosystème, le problème que j'ai avec les soft skills, c'est que c'est un terme bateau qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à bien préciser. On met dans soft skills, on met tout. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on travaille à définir d'abord c'est quoi les soft skills. Pour moi, c'est hyper important. Les jeunes n'ont pas forcément les mêmes besoins. Moi, je vois par exemple dans des formations, on dit on va faire la formation technique, mais après on va faire prise de parole en public, on va faire gestion du stress, etc. Mais parfois, les gamins, ils ont besoin tout simplement d'être renforcés en français. Parce que quand tu viens en entretien devant un DRH et que tu ne parles pas bien français, ben, tu as beau être un développeur, comme disait Djibril, mais tu ne peux pas t'exprimer en français alors que la langue de travail, c'est le français. Donc moi, je pense que c'est hyper important, c'est très vrai. Les besoins de nos jeunes aujourd'hui en soft skills, en employabilité ou compétences transverses. La preuve, il y en a qui disent employabilité, d'autres qui disent compétences transverses, d'autres qui disent compétences transversales, d'autres qui disent soft skills. Finalement, on ne s'y retrouve pas. Et moi, je pense que nous, les acteurs, on devrait quand même travailler sur ces concepts-là pour mieux les préciser et pour le besoin vraiment de nos jeunes. D'ailleurs, pendant que vous gardez la parole, Bouna Kane, à quand, par exemple, une cartographie un peu des formations axées sur le numérique chez nous? Si, par exemple, quelqu'un arrive de quelque part, évidemment, on arrive toujours de quelque part, comme me rétorquait une amie, mais si quelqu'un arrive de quelque part et débarque au Sénégal, il voudrait en savoir un peu sur les formations numériques existantes, à cycle court notamment. Comment est-ce qu'il devrait faire ce quelqu'un-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, les acteurs, ce qu'on peut faire, c'est apporter l'expertise, apporter l'ingénierie, apporter des référentiels comme ce qu'on sait faire. Et c'est ce qu'on fait tous autour de la table. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses également qu'une branche professionnelle dans un pays peut porter aussi. Voilà, il y a des choses qu'une branche professionnelle, aujourd'hui, la branche professionnelle numérique, notamment l'optique, pourrait aussi nous aider, travailler à structurer, à avoir des cartographies, pas même
trouve des financements pour travailler sur des cartographies et puis flécher les spécifiques entreprises, chaque startup, parce qu'il y a des choses que nous on fait que peut-être Sonatel ne fait pas. Il y a des choses que Sonatel fait que nous on ne fait pas. Donc aujourd'hui, je pense que l'écosystème est fait de telle sorte que on est tous le nez dans le guidon, on est tous dans nos projets, on est hyper sollicités, comme disait Daouda. Quand on lance ici aujourd'hui des appels à candidature, en 2 jours, tu te retrouves avec 3000 candidats. Et du coup, on n'a pas le temps de faire ce travail-là d'accompagnement. Moi, je pense que ce soit la branche professionnelle ou nous qui nous organisons entre nous pour produire effectivement cette cartographie-là des formations existantes pour permettre à quelqu'un qui cherche une formation de ne pas perdre du temps. Oui, est-ce qu'il y a le contact avec l'État? Est-ce que vous travaillez avec l'État? Oui, mais je pense que moi, je connais très bien Sonatel Academy, hein, avec Daouda. On échange quasiment tous les jours parce qu'on travaille ensemble. Je pense que ça doit être la même chose avec les autres acteurs que je connais moins bien, comme GBA ou oui. Douglas. Mais nous, par exemple, aujourd'hui, Daouda, à Sonatel Academy, nous travaillons beaucoup avec le ministère. Nous, on travaille beaucoup avec l'Office national de la formation professionnelle, pour qui nous avons formé déjà 40 formateurs pour former 500 développeurs au Sénégal. Là, on vient de designer et de travailler sur 9 référentiels de compétences pour l'ONFP, parce qu'ils ont l'ambition de former 1000 jeunes sur des formations au cycle court. Là, on vient de clôturer le formulaire de candidature où on a eu 15 000 candidats pour former 1000 personnes. Donc, on essaie aussi de pousser l'État. Mais après, qu'on se le dise tous ici, ce n'est pas chose aisée que de travailler avec le pouvoir public. Ça on le sait. Ce n'est pas évident. Merci. Merci, Bouna. On revient vers tous les panélistes, évidemment, pour ce qui est, par exemple, de questions aussi essentielles que les premières abordées, ça veut dire l'insertion professionnelle, le taux, évidemment, concernant ces candidats qu'on arrive à insérer, à mettre sur le marché, qui arrivent à trouver du travail. Mais avant d'aller plus loin, naturellement, je ne peux pas m'empêcher de donner la parole à Bakalilou Yabi. Bakalilou Yabi, comme Djibril dans ce panel, est chasseur de tête. Ça fait peur, hein, chasseur de tête. Bakalilou, un regard sur ce qu'on vient de dire, notamment en termes d'insertion et en termes de préparation du candidat au marché qui l'attend. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Bienvenue Bakalilou, bonjour. Bah écoutez, moi pour ma part, sur les premières interventions que j'ai pu écouter, j'ai pris en tout cas un grand plaisir à les écouter. Je les ai trouvées vraiment très pertinentes parce qu'on voit effectivement le rôle de tout à chacun, donc qui est vraiment focalisé sur l'insertion professionnelle, de l'inclusion. Donc vous avez parlé souvent effectivement des jeunes diplômés, des jeunes en situation de décrochage, voire même d'experts, donc qui souhaitaient effectivement mettre en place de la formation continue pour développer leurs compétences et acquérir de nouvelles compétences. C'est vrai que moi, à titre personnel, ça fait quand même 13 ans que je fais du recrutement IT. J'en ai fait en France, j'en ai fait en Suisse et je suis installé maintenant depuis 2 ans à Dakar. Et c'est vrai que les premiers recrutements, exactement au Sénégal, donc les premiers recrutements que j'ai pu faire, c'est effectivement du recrutement IT. Et ce que je peux constater depuis quelques années, l'évolution des profils, c'est qu'il fut un temps, on ne recrutait essentiellement des personnes qui avaient un BTS, une licence ou un master en informatique. Et ce que j'ai pu constater effectivement depuis quelques années, c'est que de plus en plus, compte tenu, on va dire, de l'explosion des demandes de recrutement de compétences, on a également de plus en plus de personnes en situation de reconversion professionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné, mais on a également des personnes qui ont un bon niveau de formation, qui ont eu une première carrière professionnelle dans le monde de la finance, dans le monde de la comptabilité ou de la science, et qui suivent, et qui ont également l'avantage de pouvoir suivre des formations en cycle court de 9 mois, donc dans les différentes organisations que vous avez pu présenter, pour tout simplement se repositionner sur un métier qui est peut-être un peu plus passionnant pour eux, un peu plus dynamique. Et c'est également, en tant que recruteur, moi, l'un des retours que je peux faire, c'est l'arrivée effectivement de ces personnes qui ne restent plus bloquées ou cloisonnées sur un seul métier pendant 40 ans, mais qui ont effectivement la possibilité aujourd'hui de suivre leurs envies et et de bénéficier de formations courtes, en cycle court comme celle que vous proposez, pour découvrir un métier effectivement qui n'était pas le leur. Et qui ont également cette capacité à réussir dans ces domaines-là. Merci Bakalilou Yabi, chasseur de tête, fondateur du cabinet Dikasech. On vous revient évidemment.
J'aimerais, parce qu'on ne l'a pas entendu depuis un bon moment, donner la parole à Daouda Diouf, directeur de Sonatel Academy. Le taux d'insertion, Daouda, revenez un peu sur ça, c'est important pour le public qui nous suit sur Zoom et sur Facebook en même temps. Merci beaucoup, Ousmane. Juste, tu me permets de rebondir sur de Bouna sur les soft skills, évidemment. Ce qu'on dit là, c'est nous, on l'a pratiqué en fait. Ce qu'on est en train de dire, Ousmane, c'est de la pratique. Qu'est-ce qui est utile pour que les jeunes puissent s'insérer après avoir acquis des compétences hard. Évidemment, Bouna l'a bien expliqué, hein, on est confronté à la problématique de la définition même du contenu des hard skills, des soft skills, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il faut aller plus au-delà des soft skills, hein, Djibril. Je suis totalement en phase avec toi. Il y a un volet important qui est la médiation emploi, qui va, c'est un peu le travail en back-office, hein, ce que les gens ne voient pas, Bouna, Ousmane, ce que les gens ne voient pas, devant les chiffres affichés qui sont le taux d'insertion, il y a un travail en back-office. C'est l'autre côté de la feuille, oui. Où, pour te dire, on va même jusqu'à, si un jeune est en retard de 2-3 heures, qu'on l'appelle, qu'on discute, qu'on sache, qu'on comprenne ses difficultés, pourquoi, etc., etc. Donc, il y a tout un travail quand même psychologique, entre guillemets, hein, cette médiation emploi, pour arriver à donner aux jeunes ce dont il a besoin pour s'insérer. Moi, je dis toujours que chez nous, c'est pas une formation technique. Moi, je milite pour une formation. La formation, elle est plutôt, elle est presque sociale. Dans le sens où c'est un état d'esprit qu'on va inculquer aux jeunes. On va lui dire, ben, écoute, on est dans un monde très mouvant. Le numérique, aujourd'hui, c'est un tsunami, hein, qui va tout emporter sur son passage. Et si tu n'as pas cette capacité à apprendre tout seul tout ce que tu veux, mais évidemment, si tu n'as pas cette capacité à t'adapter, Djibril l'a dit, je crois aussi, l'adaptation, mais tu vas être dépassé. Tu vas avoir une formation, tu vas aller en entreprise, mais si tu n'as pas cette capacité-là à évoluer vite, tu vas être dépassé. Donc aujourd'hui, on peut quand même tout apprendre tout seul, hein, et partout. Je prends l'exemple du jeune Nigérian qui a de 15 ans, qui a développé une solution pour monter une centrale électrique et qui fournit de l'électricité à son village, et il n'est pas allé à l'école, il l'a appris sur un cours gratuit de MIT. Donc voilà, mais cette mentalité-là de pouvoir, ce mindset d'aller apprendre ce que tu veux, de t'adapter, etc., c'est ça qu'on inculque aux jeunes. Donc c'est plus vraiment c'est presque une formation sociale. Pour revenir au taux d'insertion, évidemment, on présente un taux de 79%, ce qu'on appelle les sorties positives, hein, parce qu'une insertion peut également être que le jeune puisse aller continuer ses études ailleurs, hein, puisse dire tiens, moi je suis très bon dans ce encodage sur tel techno, mais j'ai envie allez, donc ça aussi c'est une sortie positive qu'on comptabilise dans le taux d'insertion. D'accord? Donc le taux d'insertion, c'est des jeunes qui ont monté des startups, qui aujourd'hui embauchent même dans nos promos, mais c'est également des jeunes qui ont un CDD, un CDI, qui ont un contrat de prestation, qui sont en freelance, et c'est également des jeunes qui peuvent continuer leurs études. Donc c'est tout ça qu'on globalise pour sortir un taux d'insertion. Mais derrière ce taux d'insertion, il y a tout un travail de matching, les recruteurs savent, de matching entre les compétences du jeune et les besoins des entreprises. Il y a une question de Lamine-Thiam, Mohamed Lamine-Thiam, que vous connaissez très bien, Daouda, qui est un fidèle d'ailleurs des après-midi de la tech. Il vous demande si l'État est associé dans la définition des programmes, des contenus. Très bonne question de Lamine, que c'est mon ancien élève. Dans une autre vie, j'étais formateur, enseignant en ingénieur de transmission à l'SMT. Donc, l'État est associé dans le sens où nos référentiels de formation pris chez Simplon, qui est le partenaire sur la partie pédagogique et même la partie employabilité. Ces référentiels sont soumis au ministère de la formation professionnelle qui va valider le cursus. Il y a tout un travail de documentation sur les référentiels métiers et compétences et qui va aboutir à un certificat de spécialité. Donc nous, ce qu'on délivre aujourd'hui, c'est des certificats de spécialité dans des domaines. Ça peut être du data artisan, ou on l'a appelé maintenant du développement data. Ça peut être du référent digital, qui est un peu le pendant des
des stratégies digitaux comme du community management, définir la stratégie d'une entreprise, etc. Donc, on a quand même des référentiels comme ça qui sont validés par le ministère qui va nous délivrer les attestations les certificats de fiscalité. Et ce qui était marrant, c'est que c'est les premiers, en fait, dans ce domaine-là. Et comme disait Bouna, ce serait bien d'avoir un chapeau petit qui va impulser une nouvelle dynamique dans ces métiers-là. Il y a énormément d'opportunités, comme l'a rappelé Douglas, avec des chiffres qui font froid dans le dos, hein, ces millions de jeunes africains qui rentrent dans le marché de l'emploi chaque année. Un âge médian de 19 ans, on peut y aller. Hein, on a une population très, très, très jeune et c'est une force, c'est une division démographique. On est totalement en phase de ce point de vue-là. Merci. Alors, je me tourne de nouveau vers Guébéa à travers Monseigneur qui est avec nous, évidemment, et ça nous fait plaisir. Alors, Monseigneur, vous parliez, Thierno Niang, vous parliez de collaboration nécessaire à la place de concurrence entre écoles. Bouna Kane de Simplon vous prend au mot et vous parle de mise en place de consortium. Vous en pensez quoi? Personnellement, moi, je suis à 400% dessus. Donc, j'insisterai jamais. Puis, je pense que Bouna l'a bien cerné. C'est qu'on est tellement centré sur nos projets, nos objectifs, qu'on oublie en fait, la fin. Donc, la fin de tout ça, c'est mais la finalité de tout ça, c'est de lever le niveau pour tout le monde. Et ça va servir à tout le monde. Et donc, oui, donc moi, je vois plusieurs zones de collaboration. Donc, mais la première, c'est de dire, en fait, par rapport à un cheminement d'une personne, cette personne a besoin de plusieurs types de formations, que ce soit du hard skill, comme on l'a dit, des formations sur l'employabilité, les soft skills, etc. Donc, l'idée, c'est de collaborer, mais à travers justement les différentes écoles de coding et puis de formation pour voir comment on peut aider ces personnes à faire un cheminement complet. Donc, parfois, GBA peut être la réponse, parfois Simplon peut être la réponse, parfois c'est Sonatel l'Académie qui sera la réponse, parfois c'est 10 000 codeurs. Mais il est aussi possible qu'on ait un projet commun, de dire que mais c'est possible qu'on ait un reach de peut-être 10 000 personnes. Comment on peut collaborer ensemble pour atteindre ces personnes. Et je ne me souviens pas qui l'avait dit, mais c'est vrai qu'en étant plusieurs, donc on a une capacité de persuasion donc au niveau des États, au niveau des organismes comme l'IFC, Microsoft, des entreprises comme Google, parce que ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir de l'impact, mais au niveau à une grande échelle. Ce genre d'entreprise, Microsoft, Google, ce qui ne les intéresse, ce n'est pas d'avoir de l'impact sur 300 personnes, c'est d'avoir de l'impact sur peut-être 30 000 personnes. Et la seule façon d'avoir cet impact, c'est d'agir en mode de collaboration. Merci, merci Thierno Niang. La parole à présent à Douglas. Après, on revient vers nos discutants, Djibril et Bakalilou notamment. Oui, Douglas Mbiandou de 10 000 codeurs. Est-ce que Douglas nous entend? Sinon, oui, je m'entends très bien. Oui, Douglas, oui. Quelle est la forme que pourrait prendre une éventuelle collaboration entre ces différentes écoles? Bouna Kane parlait tout à l'heure de consortium et Thierno Niang a répondu en disant qu'il est d'accord à 400%. Alors, merci de me donner la parole. Alors, c'est très intéressant, Ousmane, et figurez-vous que je suis venu aujourd'hui avec des propositions très concrètes. Et ces propositions très concrètes vont dans le sens, une fois de plus, du geste très fort qu'a fait Daouda à mon endroit, un geste de fraternité. Oui. Un geste qui, dans le milieu de la tech, dans le milieu professionnel en général, n'est pas légion. C'est-à-dire que il tend la main, il a sa responsabilité par rapport à son statut, et effectivement, il tend la main à un autre acteur qu'il ne connaît pas,
dont il a entendu parler et dont il pense qu'il peut apporter quelque chose. Et ça, c'est très fort. Et la proposition concrète que je suis venu faire va dans le sens des différentes remarques que j'ai entendues. Bouna, tout à l'heure, a parlé de travail ensemble. Oui. On a évoqué la problématique du comportement, de le définir. On sait qu'il faut améliorer le comportement, mais comment le définir? Daouda a évoqué la notion de formation sociale, d'état d'esprit. Et je partage carrément ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la tech depuis 20 ans, je me rends compte, et on se rend compte tous, nous qui sommes dans la tech depuis plus de temps, puisque l'important, ce n'est pas la tech, c'est la non-tech. Oui. C'est le résultat. C'est le résultat. L'important, non, c'est plus vraiment l'attitude. Ah, d'accord. Enfin, je terminerai dans mon analyse. Tierno a parlé d'aider en fait à faire un cheminement complet. Eh ben, moi, aujourd'hui, j'ai une proposition très concrète à faire et qui va dans le sens de ce qu'on appelle la phase industrielle de 10 000 codeurs. La phase industrielle de 10 000 codeurs, c'est simplement de dire la phase industrielle de 10 000 codeurs, c'est de dire que maintenant que nous, 10 000 codeurs, on a été entre guillemets une école de code au départ, pour montrer qu'on est capable de transformer sur un seul métier. Aujourd'hui, en fait, il faudrait ouvrir à plusieurs métiers. Mmh. Et il faut ouvrir à plusieurs métiers pour arriver à 10 000 d'ici 2025. Mais en fait, que ces 10 000 doivent inspirer les 420 millions. Et donc, on est en train de réfléchir sur ça. Et la phase industrielle, c'est de dire quoi? C'est de dire que, en fait, il va falloir sensibiliser en fait la jeunesse. Il va falloir l'accompagner. Il va falloir la préparer mentalement. Et la préparer mentalement, ce n'est pas de lui dire qu'elle intègre une école de code. C'est de lui dire qu'il existe plusieurs métiers, dont le code. Vous voyez, déjà, c'est différent. Il existe plusieurs métiers, dont le code, et que pour intégrer ces métiers et réussir sa vie, il faut avoir un certain état d'esprit. Et nous, on se rend compte qu'avant de faire découvrir le métier aux jeunes, il faut d'abord les amener à cet état d'esprit et ensuite leur proposer le panel de métiers. Parce que des métiers, il y en a énormément, il y en a que nous ne connaissons pas encore. Et il faut à la fois résoudre le problème du passage à l'échelle. 420 millions, c'est énorme. 10 000, c'est beaucoup, mais 420 millions, c'est énorme. Et il faut aussi donner en fait l'éventail des métiers. Donc nous, aujourd'hui, nous avons une initiative à partir de… que nous avons initié, excusez-moi, ce mois de juin, à travers des webinaires. Et à partir de la phase industrielle de 10 000 codeurs, c'est-à-dire concrètement à partir de janvier, nous allons proposer en fait tous les jours, du lundi au vendredi, à 20h heure française, un webinaire dans différents domaines. Et donc, nous allons avoir 20 rendez-vous que nous donnons à la jeunesse africaine. 20 rendez-vous par mois à la jeunesse africaine. Je vous envoie ici le lien. Oui. Et pour répondre à la question du consortium, nous, ce qu'on propose aux codeurs, c'est on voudrait en fait proposer aux différentes écoles, aux différents interlocuteurs qui sont autour de cette table, de pouvoir faire bénéficier à la jeunesse africaine de leurs formateurs, de leurs experts, de leurs bénéficiaires qui ont réussi, de leurs bénéficiaires qui ont du mal. Tout ça pour l'exemplarité, parce que les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient dans n'importe quel pays du continent, ils ont besoin de repères. C'est le fondement en fait de 10 000 codeurs. 10 000 codeurs aujourd'hui, pour cette vision, nous voulons mettre des repères en face. Qui sont ces formateurs qui forment les jeunes à la Sonatel? Qui sont ces formateurs qui accompagnent la jeunesse à Guébéa? Ces adultes-là, ces professionnels-là, je suis certain qu'ils ont envie de donner du sens à leur carrière professionnelle en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, 10 000 codeurs, c'est notre positionnement. Il faut que ces adultes-là que nous sommes, qui avons 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 15 ans, 20 ans d'expérience, et qui avons envie de sens, qui avons énormément envie de sens. Nous voulons préparer notre retraite, nous voulons préparer l'après. Nous sommes dans des questions existentielles. Et donc, 10 000 codeurs aujourd'hui, nous avons une plateforme, ça y est, qui permet aujourd'hui, tous les jours, de partager la connaissance. Et nous avons préparé le terrain. Et je vous donne un exemple très simple. Nous avons un Sénégalais, donc Ousmane Mbeng, d'accord, qui est aujourd'hui notre référent dans la communauté Internet des objets, d'accord. Et bien Ousmane, demain, il va donner un webinaire à 20h sur le sujet de l'Internet des objets. Et je vous envoie ici le lien. Oui, voilà, c'est très simple. Oui. C'est le lien de la communauté Internet des objets. Si vous y allez, vous allez voir Ousmane Mbeng et vous allez voir l'affiche du webinaire de demain à 20h, heure française. Et donc, nous, tous sommes autour de la table, nous devons encourager toute la jeunesse africaine, toute la jeunesse sénégalaise de se ruer sur ce webinaire Internet des objets, parce que nous savons autour de la table que l'Internet des objets est un vecteur aujourd'hui de performance et que si les jeunes sont spécialistes dans ce secteur-là, ça va
ça va fonctionner. Et figurez-vous que dans ce webinaire, ils vont rencontrer quoi? Ils vont rencontrer en fait le docteur Mohamed Fall. Le docteur Mohamed Fall, qui est sénégalais, qui est basé en France, qui a une société, qui est patron d'une société, tenez-vous bien, qui a accompagné, qui a équipé les poubelles de la ville de Caen. Oh. Des poubelles de la ville de Caen, c'est-à-dire des poubelles intelligentes qui remontent de l'information sur le niveau des poubelles. Et donc, voyez donc comment cette diaspora, ces professionnels qui ne demandent qu'à être des modèles, sont aujourd'hui ont envie d'être visibles de la partie de la jeunesse pour qu'elle puisse les suivre. Voilà, très concrètement, donc on peut envisager que sur une vingtaine de thèmes, la Sonatel Academy, GBA, alimente ces webinaires. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole, comme promis tout à l'heure, à Djibril, de la redonner à Djibril et Bakalilou Yabi, j'aimerais qu'on accueille une grande dame dans ce webinaire. Ça fait plaisir parce que les femmes se font rares quand on prépare les panels. Souvent, on me tape sur la tête, je dis, mais j'ai beau essayer d'avoir les femmes, ça ne marche pas. Cette fois, nous avons réussi à avoir Madomo Bay d'ailleurs, Mam Fatou Gueye de Microsoft. On a parlé de Microsoft dans ce panel. Microsoft avec Mam Fatou Gueye qui est avec nous cet après-midi. Bonjour Mam Fatou Gueye. Bonjour Ousmane. Bienvenue, c'est un plaisir. C'est un plaisir, hein, Mam Fatou Gueye, de vous recevoir dans ce panel. Parlez-nous un peu de ce que vous faites à Microsoft en rapport avec l'inclusion numérique, c'est important, et la jeunesse. D'accord. Chez Microsoft, en fait, nous sommes, je pense que mes collègues, comme disait Tcherno, en ont parlé. C'est que nous avons fait le constat que toutes les entreprises et tous les acteurs du numérique ont fait. Il y a un gap entre la demande du marché et les compétences aujourd'hui qui sont disponibles, mais aussi il y a un gap sur comment donner la bonne direction à ces différents apprenants. Donc aujourd'hui, l'initiative qu'on a lancée à l'échelle globale niveau Microsoft, c'est de faire en sorte qu'avec ce contexte de pandémie, d'être sûr que le retour à une économie beaucoup plus performante est assuré en mettant en exergue la formation de 25 millions de personnes dans le monde entier. Et l'Afrique aujourd'hui constitue, on va dire, le continent sur lequel on souhaiterait avoir le maximum d'impact parce qu'on sait que c'est un continent jeune. C'est un continent qui a l'avenir devant lui. Et c'est à travers ces projets-là que nous travaillons en étroite collaboration avec des acteurs comme Orange qui connaissent des acteurs comme Orange qui connaissent vraiment, qui ont cette expérience-là, comment redonner de l'espoir, des acteurs comme Simplon qui ont déjà un portfolio de formation bien garni. Et ces formations-là et ces compétences qu'on a envie de partager, c'est pas forcément lié à du Microsoft, mais c'est vraiment à l'évolution de la technologie. Je suis heureuse d'entendre aujourd'hui qu'il y a un webinaire sur l'IoT. L'IoT, on en parle, comme on a parlé de la transformation digitale. C'est des mots aujourd'hui que les gens ont du mal à matérialiser. Donc, le fait de vulgariser ce genre de compétences qui sont les compétences du futur, je pense que c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, Microsoft concentre 200% de son temps avec ses partenaires, Orange, Simplon, afin de donner à ces jeunes-là les compétences du futur et qu'ils soient prêts pour relancer l'économie de leur pays. Merci beaucoup. Et comme on parle de partenariat, de collaboration, comment Microsoft se positionne par rapport à toutes ces initiatives, Sonatel Academy, Simplon, Edasi, GBA, 10 000 codeurs? D'accord. En fait, nous savons que Microsoft est présent dans certains pays, mais pas tous. Donc aujourd'hui, on sait qu'Orange a une belle couverture en Afrique de l'Ouest, du centre. Simplon aujourd'hui est un acteur qui est présent en France et aussi qui adresse les régions en Afrique. Donc aujourd'hui, on s'est dit, Microsoft a des plateformes. Nous, le volet digital, on maîtrise. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre à disposition de ces jeunes l'ensemble de ces outils qui constituent, on va dire, une consolidation, une agrégation à la fois des soft skills qui ont été, on va dire, abordés tout à l'heure, mais aussi les compétences techniques du futur. Donc, on a la plateforme, on a des relais. Orange comme acteur, par exemple, la plupart des problèmes, c'est lié à la connectivité dans nos pays. Il ne faut pas c'est quelque chose qu'on connaît bien, de problèmes de connexion. Pour pouvoir consommer un contenu digital, il faut une bonne bande passante. Donc, des acteurs comme Orange aujourd'hui, Sonatel Academy, ils peuvent jouer leur rôle sur ça. Et on a aussi comment élaborer un portfolio de formation adapté à l'Afrique. Les compétences recherchées en Europe ne sont pas forcément les compétences recherchées dans nos marchés africains.
Donc, nous, on apporte ces plateformes-là. Orange, Simplon seront des relais parce qu'ils connaissent et à un moment, ils connaissent les personnes, ils connaissent ces jeunes-là et à un moment, il faut être auprès de ces jeunes-là. Il ne faut pas que tout se passe sur la plateforme online. Donc, avec ces relais, nous arrivons, je pense, à avoir le maximum d'impact et c'est comme ça qu'on voit le partenariat. On essaie de ressortir chaque partie prenante de ce partenariat-là, en quoi il est bon pour que les jeunes puissent en profiter. Merci, merci beaucoup, mon frère. On vous reviendra un peu plus tard. Hein. C'est important qu'on vous entende également sur d'autres questions, notamment en réaction un peu aux interpellations du public, parce que le public également fait partie, évidemment, de ce webinaire. J'aimerais donner la parole de nouveau à Djibril Diaw. Est-ce qu'il est toujours avec nous, Djibril Diaw? Oui, Ousmane. Oui, Djibril, une réaction un peu groupée à tout ce qui a été dit après votre intervention tout à l'heure? Alors, effectivement, moi, en tout cas, je remercie vraiment ces panels avec beaucoup de personnes de qualité. En tout cas, je remercie pour l'invitation. Je n'ai pas eu le temps de le faire tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, il y a beaucoup de réactions intéressantes. Hein. Moi, en vous écoutant, en fait, je suis effectivement super excité parce que je me dis, mais purée, il y a du talent, et ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Je viens pas de le découvrir, mais en fait, ce qui me frustre beaucoup, effectivement, c'est notre incapacité. Je parle de nous, les Africains, notre incapacité, en fait, à créer des synergies. Effectivement, quand j'entends des personnes réagir, en fait, sur des projets comme EDACI, ça c'est incroyable. Moi, j'ai eu à travailler à un moment donné avec eux. On a voulu un partenariat quand j'étais en tout cas HR au niveau du Sénégal à InTouch. Parce qu'effectivement, on avait cette stratégie-là d'aller chercher certains profils spécifiques directement dans les écoles. Et quand on entend effectivement Sonatel Academy, etc., et Microsoft, etc., qui travaillent, en fait, qui œuvrent, moi, je pense effectivement il y a un vrai sujet derrière. Après, ces sujets-là, on a beau faire mettre tout ça en place, hein, il y a des décisions qui ne relèvent pas malheureusement de nous, qui ne relèvent pas de nous. Il faut derrière que ça soit accompagné d'une vraie volonté politique. Et c'est là où le bas blesse. Je pense que ce n'est pas le sujet de préoccupation. Par contre, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que l'on voit. Notre monde a complètement changé. Et pour revenir en tout cas à la question des soft skills, etc., je pense que de toute façon, la technologie, hein, pour moi, je confirme tout ça, la technologie aujourd'hui est un moyen et je pense que tous ces acteurs qui sont sur le marché en Afrique et le Sénégal, en tout cas, est bien positionné en fait, dans cette compétition, si je peux m'exprimer comme ça. Mais je pense qu'en fait, ils permettent aux jeunes, en effet, en fait, de pouvoir effectivement s'élever, de s'élever, mais aussi de s'insérer. Mais après, effectivement, il y a toujours la loi, il y a la problématique entre les compétences dont on dispose, est-ce qu'elles sont suffisantes, etc. Et ce que le marché offre. Et là-dessus, hein, le bas blesse également parce que c'est compliqué. Les chiffres sont astronomiques. Hein. On sera effectivement, c'est une bonne nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle en même temps pour moi. Ça me renvoie en fait aux écrits de professeur Felwine Sarr qui parlait effectivement que c'est une chance, mais c'est une chance si et seulement si il y a une vraie volonté politique en fait d'utiliser cette jeunesse, d'utiliser tout cela. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais quand je vois notre environnement, sincèrement, je ne suis pas non plus très optimiste dans tout ça. Mais encore une fois, je reviens sur le sujet. C'est vrai que ce que monsieur disait tout à l'heure, j'ai oublié le nom, donc il m'excusera. Oui. Les soft skills sont des fourre-tout. Effectivement, ça, parce qu'on n'a pas encore pris le temps. En Afrique, hein, en Occident, ça s'est fait. Hein, les gens connaissent très bien. C'était Bounakan. Voilà, les soft skills, on les sait, on les connaît. Bon, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir fait de la psychologie pendant 4 ans. Donc, je sais toutes ces questions. Moi, je me suis toujours refusé de recruter une personne que sur la base de ses compétences techniques. Parce que quand on recrute quelqu'un, c'est un tout. C'est une personne qu'on recrute. Et avec ses qualités, avec ses défauts, etc., etc. Puis pour moi, effectivement, il faut se centrer sur ce qui permet. Et des études l'ont montré, je reviens encore une fois, les études nous donnent toujours des bases, mais en fait, il faut voir aussi l'évolution de notre monde. Les compétences de demain, ils vont plus relever de notre comportement. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est plus dans un monde statique. Oui. On est dans un monde en fait qui change. Et donc, du coup, les hard skills sont importants, mais les soft skills sont là pour sublimer les hard skills. Je suis d'accord qu'il faut les définir, il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens parce que ce n'est pas toujours clair dans l'esprit des gens. Nous, on a par exemple une volonté, c'est un projet, pour moi, c'est le projet en tout cas c'est encore très loin, en fait, très loin encore et proche en même temps, oui. C'est de voir la spécificité africaine dans les soft skills parce que j'ai une intuition, c'est que je suis sûr qu'on a une spécificité. Quand on parle en fait de certains soft skills, est-ce qu'en Afrique, on dit la même chose?
Donc, derrière, nous, on essaie en tant qu'entreprise, effectivement, de mener cette étude pour voir ce qu'il y a derrière et effectivement d'avoir des tests. Parce que, par exemple, dans l'utilisation des tests pour essayer d'analyser le savoir-être, parce que les soft skills sont rien d'autre que le relooking du savoir-être. Hein, et les tests, souvent, sont construits, conçus dans un prisme avec une vision occidentale. Ça, c'est des réalités. Maintenant, il faudra l'adapter à nos réalités au contexte africain. Pour moi, tout ça, ce sont des sujets. Mais ça ne veut pas dire effectivement que les soft skills sont les compétences qu'il faut avoir nécessairement. Il y a un besoin d'accompagnement. Et là aussi, c'est compliqué. Même en France, encore dans les pays occidentaux, ils ont du mal à accompagner les jeunes quand ils sortent du bac. Pour vous dire que le problème, il n'est pas qu'un problème africain, c'est un problème mondial, je pense. Pourquoi? Parce qu'on est dans une économie qui va tellement vite. On n'a plus le temps. Quand on regarde même nos politiciens, ils n'ont plus le temps de la réflexion. Et quand on ne prend pas le temps de la réflexion, on ne peut pas accompagner les gens de la bonne des manières. Donc, le problème, en fait, il est vaste. Maintenant, moi, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'effectivement, les acteurs qu'on entend, moi je prends plaisir à finalement rester parce que je devais partir plus tôt. Mais en fait, à les entendre, effectivement, j'en prends énormément de choses. Je vois le dynamisme, je vois les compétences. Effectivement, les entreprises qui commencent à prendre la mesure pour mettre… Je pense que c'est important que les gens prennent conscience, qu'on prenne conscience en fait, de nos talents, de ce qu'il y a et de ce qu'il y a à faire. Pour terminer, moi, quand j'ai lancé Digitaline, j'avais contacté des cabinets qui étaient sur place parce que je croyais à la puissance de la synergie. Mais encore une fois, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que nous, les Africains, on n'est pas capables parce que chacun veut être le messie dans son domaine. Chacun veut être le messie. Et je suis convaincu que, et ça, moi, je le dis avec mes équipes, que sans vous, je ne peux pas. Et ce n'est pas que des mots, je le vois parce que j'ai mes limites. Donc, il y a besoin, en fait, qu'il y ait au-delà de la prise de conscience, que tous ces acteurs, effectivement, ils font bien de travailler ensemble pour pouvoir permettre aux jeunes de s'élever et de s'émanciper et de pouvoir s'insérer en devenant entrepreneur. Et ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas toujours évident dans nos économies. Mais voilà, donc je ne vais pas prendre la parole monopolisée, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, en tout cas, à les écouter. Merci Djibril. C'est nous qui avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est votre deuxième incursion dans nos panels et ça fait toujours plaisir. On comprend un peu toute l'énergie, la passion que vous avez quand vous parlez des questions de recrutement. C'est tout à fait normal, évidemment. Et naturellement, comme c'est un passage obligé, il faut que les jeunes qui sortent des écoles de formation soient non seulement formés, mais préparés également à ça. Merci à vous, merci également à Bakalelo qui nous quitte un peu plus tôt que prévu parce que comme recruteur, hein, le chasseur de tête est tombé sur une tête pendant ce panel et c'est tant mieux. Alors, vous parlez, Djibril, tout à l'heure du gouvernement en parlant de volonté politique. Et pour anticiper un peu cette question, nous avons fait venir sur ce panel et j'espère qu'il est là avec nous. Seyni Fall Ndiaye. Est-ce que Seyni Fall Ndiaye nous entend? Seyni, en principe, est avec nous. Seyni Ndiaye Fall. Il est du ministère de l'Éducation nationale, pour lequel département d'ailleurs il coordonne le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, qui est évidemment un système assez important et que nous avons d'ailleurs reçu dernièrement pour parler du projet Smart Sénégal parce que le ministère est un des bénéficiaires. Si Seyni ne nous entend pas, nous allons redonner la parole à Mamfatou Gueye de Microsoft. Mamfatou? Allô? Oui, Mamfatou Gueye de Microsoft, on vous écoute. Oui, en fait, je vous ai perdu quelques minutes. Allô? Je ne t'entends pas. Oui, c'est mon micro que j'avais fermé, excusez-moi. Je disais que je redonne la parole à Mamfatou Gueye, cette fois, pas avec une question, façon de la laisser plus libre, mais rapidement, comme on est sur la conclusion. D'accord. Comme on est sur la conclusion, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment une chose à retenir de ce panel-là, c'est que nous avons des acteurs, certes comme l'a mentionné Bouna, pas assez encore pour absorber vraiment toute la charge de travail qui nous attend, mais je pense qu'en ayant cet écosystème et cette synergie entre, on va dire, les grandes entreprises à l'échelle mondiale
plus les initiatives au niveau local et aussi ces différents acteurs, je pense qu'il y a moyen de définir un programme ensemble où on est sûr aujourd'hui d'adresser vraiment les pain points des différents pays. Parce que je pense qu'il suffit de commencer. Là, on a fait un constat. On est conscient aujourd'hui de nos points faibles. Il y a un écosystème qui est déjà en place, mais faisons en sorte que ça soit résilient et que ça dure dans le temps et qu'on arrive à vraiment adresser les problèmes tels qu'on les voit aujourd'hui. Moi, je pense que c'est la chose à retenir et je suis vraiment ravie de voir ces acteurs divers et variés qui ont un seul objectif, c'est-à-dire donner à la jeunesse la chance de pouvoir avoir un avenir meilleur. Merci, merci beaucoup, Mme Fatou. Ça a été peu, le nombre de minutes que le panel vous a accordé, mais on comprend un peu la puissance des Guéyennes quand il parle évidemment de numérique. Sagal Ngagnou, Daouda, Sagal Nognou, comme on dit. En tout cas, merci infiniment, Mme Fatou Gueye de Microsoft, en espérant que la prochaine fois, on pourra vous avoir beaucoup plus amplement, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de numérique sans parler de Microsoft présent au Sénégal, et on en profite pour saluer d'ailleurs l'amie et la grande sœur Yacine Barro qui pilote Microsoft pour l'Afrique et le Moyen-Orient en charge des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Mme Fatou. Une question, pas une question, 2 minutes pour le reste des panélistes, mais vraiment très rapidement. D'abord Bouna Kane, après Daouda Diouf. Sur un peu la conclusion, comprenez que je ne vous guide pas. Allez-y, dites le mot de la conclusion selon vous. Est-ce que Bouna Kane nous entend? Oui, je suis là, Ousmane. Oui, Bouna Kane, 2 minutes juste pour terminer. Le temps de faire le tour de tout le monde. Non, mais déjà, Ousmane, pour te remercier vraiment de prendre ce type d'initiative. Je pense qu'il n'y a que des profils comme toi qui peuvent aujourd'hui nous sortir un peu de la routine et nous faire se rencontrer sur des sujets aussi importants. Donc, vraiment, merci à toi de prendre cette initiative-là. Et je pense que c'est des initiatives qui sont à renouveler. Et moi, en fait, j'appelle encore à l'unité de l'écosystème. Arrêtons de faire du politiquement correct. On voit bien comment ça fonctionne dans l'écosystème. On a essayé parfois, très souvent, de travailler ensemble. On n'y arrive pas pour plusieurs raisons. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle mérite en fait qu'on se mobilise tous en laissant nos intérêts, nos égos de côté. En mettant nos égos et nos intérêts de côté pour pouvoir travailler pour cette jeunesse-là. Parce que je pense que si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas les Occidentaux ni qui que ce soit qui viendraient ici le faire. Voilà. Donc, moi, mon dernier mot, ça va être unissons-nous, unissons nos forces. On a tout ce qu'il faut et aucun bailleur ne nous résistera. Aujourd'hui, nous qui connaissons les bailleurs, ce qu'ils disent, c'est que nous, on ne peut pas donner 25 000 euros à Simplon, 25 000 euros à 10 000 codeurs, 25 000 euros à telle start-up. Unissez-vous, portez des consortiums et nous, on fera ce qu'il faut. Et je pense que c'est vers là véritablement qu'on doit aller. Merci à tous et à bientôt. Merci Bouna, à bientôt. Daouda Diouf. Oui, Ousmane, merci Ousmane encore pour cette belle initiative, ce panel de très haute facture. Dommage qu'on n'ait pas entendu Seyni effectivement sur le ministère de l'Éducation nationale, qui fait aussi de belles choses, qui essaie vraiment d'intégrer le numérique dans les enseignements et ça c'est extrêmement important. Je retiens évidemment cet appel de Bouna à se regrouper. C'est un peu cette chasse en meute. Évidemment, c'est ça la force qui sera la force de ce groupe. Et évidemment, nous y travaillons. On va élargir ce groupe de réflexion. Douglas, Tierno, évidemment. Je n'ai pas vu évidemment le rôle extrêmement important des chasseurs de tête, des recruteurs. On les confond un peu avec, disons, les entreprises qui accueillent, mais évidemment, c'est eux qui sont en amont et qui essayent d'aller chercher les bonnes têtes
capable de répondre à un besoin d'entreprise. Donc, c'est extrêmement important qu'il soit effectivement là. Donc, je vais finir, Ousmane, par le modèle. J'en ai parlé au début, le modèle de la formation. Douglas, je crois, a parlé des métiers qu'on ne connaît pas encore, mais évidemment, il y a 60% des métiers dans ces domaines-là, du numérique. D'ici 2030, 60% ne sont pas encore créés. Vous voyez un peu les normes. 60% des métiers, d'ici juste 8 ans, on ne les connaît pas encore, Ousmane. Mais comment appréhender un métier qui n'existe pas encore? D'où l'importance de bâtir un socle de compétences basées évidemment sur des soft skills. Mais je ne veux pas employer le terme bateau, comme dit Bouna. Il faut du contenu adapté, il faut du contenu aussi customisé. Djibril l'a rappelé, il y a des valeurs que nous avons qui sont forcément les soft skills là. On les fait certainement inconsciemment, mais il faut arriver à les sortir, à les formaliser et montrer effectivement l'apport de l'Afrique dans ces métiers-là. Donc, le modèle de formation, la COVID nous a montré qu'effectivement, une pandémie, une crise majeure peut venir bouleverser, un peu chambouler toutes les structures. On a une formation en ligne, donc online, avec un dispositif pour continuer nos acquisitions de compétences. Mais ça montre que le type de formation, en tout cas le modèle doit évoluer avec une partie qui sera forcément en distanciel, mais une grosse partie, Ousmane, qui sera du social. Et c'est un peu simplon. Moi, je vois le modèle de formation du futur, en tout cas, du modèle d'une start-up qui va... le Google de la formation peut être simplon, qui sait, parce qu'ils sont en train d'allier compétences hard, beaucoup de soft skills et beaucoup de social, beaucoup de care, beaucoup d'empathie. Et c'est ça le modèle un peu du Google de la formation. Merci en tout cas. Moi, je prends bien l'appel à Ousmane. J'en termine là. Je prends l'appel de Bouna et on va activer ce réseau-là pour aboutir à faire converger toutes ces synergies au bénéfice de l'employabilité de nos jeunes. Merci Daouda. Merci d'avoir été là cet après-midi encore une fois. Dernière prise de parole avant la clôture finale de ce webinaire. Nous allons accueillir Thierno Niang de nouveau. Thierno Niang qui est le monsieur Afrique de l'Ouest de la start-up Gebea. Merci Ousmane. Effectivement, c'était personnellement, j'ai trouvé ces échanges très enrichissants. Ce que je retiens aussi, c'est beaucoup d'humilité parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Et c'est aussi ça qui motive. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup parlé de soft skills, tout en disant que c'est quelque chose de fourre-tout, mais moi, ce que je dis toujours à nos consultants, à nos formateurs, c'est que lorsqu'on pose la question à n'importe qui, lorsqu'on vous pose une question sur un de vos collègues ou de vos anciens collègues, vous n'allez jamais en premier vous souvenir de ses compétences techniques. Vous allez vous souvenir de la manière dont cette personne a échangé avec vous, la manière dont elle a... en fait, c'est ça. Ce qui vous revient quand vous parlez d'une personne, c'est sa nature, sa façon de faire les choses. Et ça, je n'insisterai jamais. Et puis, pour moi, tout ce qui est compétences techniques, c'est une photo. Donc, quelqu'un est bon techniquement à un moment donné, mais ça ne veut pas dire que il est éternellement. Mais dans 2 mois, le saura. Donc, et c'est pour cela que lorsqu'on mise sur quelqu'un qui a certaines compétences, donc on parle beaucoup de soft skills, donc ce sont des personnes qui sont capables d'aller à un niveau dans quelques mois ou dans quelques années. Et c'est pour ça que c'est important, c'est un investissement à long terme. Pour finir, je retiens aussi l'appel de tous les panélistes et de tous ceux qui ont collaboré, qu'il faut qu'on soit ensemble. Moi, vraiment, j'aimerais qu'on lie les paroles à l'acte. J'espère pouvoir je pense que j'ai les contacts de tout le monde. J'espère vraiment qu'on pourra, dès ces prochains jours, commencer à voir comment on pourrait concrètement faire quelque chose. Merci Thierno Niang. Moi, à mon niveau, Inch'Allah, je ferai un mail de mise en relation entre les différents acteurs de ce panel parce que c'est ce qui est recherché également in fine pour poursuivre un peu ce débat que l'on ne peut jamais évidemment épuiser
sur 1 heure, 2 heures, même sur 40 heures. Merci infiniment à tout le monde d'avoir répondu à mon invitation. J'étais très ravi, encore une fois, cet après-midi, d'accueillir l'écosystème chez moi, virtuellement, pour parler de thématiques qui nous regardent tous. Et cet après-midi du 9 décembre 2020, c'était les formations numériques à cycle court. Nous allons y revenir parce qu'évidemment, on n'épuise jamais les sujets et nous allons vous revenir pour un autre panel mercredi 16 décembre, Inch'Allah. Nous allons vous communiquer la thématique à travers nos réseaux, nos plateformes digitales et nous allons également vous proposer d'ailleurs un replay, ce webinaire qui a présenté que vous pourrez regarder un peu plus tard et partager entre collègues dans votre réseau. Merci et à très bientôt.